à tous, bienvenue dans notre Zoom où il sera question aujourd'hui de mondialisme. Pour en parler, je reçois Olivier Piacentini. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Olivier Piacentini, diplômé de Sciences Po, vous avez travaillé dans la banque, dans l'audit, avant de fonder un cabinet de conseil dans l'assistance financière et juridique. En 2001, vous nous présentez cet ouvrage, Le Mirage mondialiste. Comment l'oligarchie manipule l'opinion, c'est publié aux éditions de Paris. Max Chalais, justement, cette doctrine mondialiste, vous dites qu'elle ne dit pas son nom, elle agit par petites touches pour ne pas heurter les consciences et contre laquelle personne ne peut rien. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire son nom à cette doctrine? C'est quoi le mondialisme? Le mondialisme est une doctrine qui ne dit pas son nom, vous avez bien fait de le dire. En fait, c'est une doctrine qui existe depuis très longtemps. On peut la faire remonter à Diogène le Cynique, à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'est une doctrine qui prétend libérer les hommes de tout déterminisme, qu'il s'agisse du passé, de l'héritage historique, héritage familial, tout le contexte qui pèse sur l'homme et qui vient de l'extérieur ou du passé, pour soi-disant le libérer. Et c'est une doctrine qui, au travers ça, veut unifier l'humanité, une humanité donc qui ne serait plus constituée de peuples influencés, encore une fois, par tout un héritage du passé et un environnement, mais d'individus qui se détermineraient, je dirais, selon leurs propres desiderata, leurs propres envies, leur propre personnalité. Et cette idéologie, donc, qui remonte à Diogène le Cynique, a été reprise, par exemple, au XXe siècle par les existentialistes, les structuralistes, etc., qu'on a appelé les auteurs de la déconstruction des sociétés, de tous les piliers qui fondent les sociétés, les nations. Et cette doctrine prétend unifier le monde, faire disparaître les frontières et les différences entre les hommes. Et alors, elle ne dit pas son nom. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue, depuis une cinquantaine d'années, l'arme au service des intérêts d'une oligarchie financière qui, bien entendu, trouve son intérêt dans l'explosion des États, des frontières, pour pouvoir, en fait, conquérir le monde d'un point de vue marchand et financier. Alors, la modernité, vous l'écrivez, Olivier Piacentini, dans votre ouvrage, incite les individus à rejeter le salut promis par la religion. Pourquoi le catholicisme est une cible privilégiée de la modernité? Parce que le catholicisme est un des éléments qui conditionne l'éducation de beaucoup de gens encore aujourd'hui en Occident et même dans le monde, et a fortiori encore plus pour les générations précédentes, puisque le catholicisme imprégnait beaucoup plus les modes de vie des générations précédentes, au moins en Europe. Le catholicisme, si vous voulez, est un ennemi du mondialisme. Enfin, disons, le mondialisme le voit comme un ennemi principal. Pourquoi ? Parce qu'il conditionne une certaine tempérance morale, une certaine forme de vertu. Il conditionne, je dirais, un esprit de famille. Il conditionne un esprit de respect des institutions de l'État. Et le mondialisme s'attaque précisément à tout ça parce que, à travers ces fameux individus soi-disant libérés de tout conditionnement, la fameuse superclasse mondiale espère conditionner d'une autre manière, c'est-à-dire à travers, je dirais, des désirs qu'on excite pour stimuler la consommation. Or, l'esprit du catholicisme est un esprit qui, normalement, enfin, s'il est suivi, protège, si vous voulez, de ce genre d'addiction au consumérisme, d'addiction en général, pour, au contraire, que l'individu se reporte sur une spiritualité et un respect d'un cadre à la fois spirituel, politique, social et familial. Donc, c'est un ennemi, aujourd'hui, qui est vraiment considéré comme l'un des principaux par la superclasse mondiale. Et je pense que dans l'entretien, on va certainement reparler de tous les outils qu'utilise cette fameuse superclasse mondiale pour s'attaquer au catholicisme comme l'un des fondements de l'esprit des peuples occidentaux. Alors la famille, l'Église, la patrie, tous ces piliers de la société occidentale se sont écroulés ces dernières décennies, ces dernières années, sans aucune résistance, dites-vous. Quels ont été les outils au service de cette destruction ? Alors, la nation est le principal ennemi du mondialisme. Le mondialisme en tant qu'idéologie portée par la superclasse mondiale. Pourquoi ? Parce que la superclasse mondiale vise à diffuser ses produits à travers le monde. Comment est-ce qu'elle peut maximiser ses profits ? C'est le même produit qui va être vendu partout.
le même produit. Qu'est-ce qui empêche cela ? C'est deux choses, les nations, les frontières, donc barrières douanières, les réglementations où il faut s'adapter à chaque fois, ça fait des coûts. Et puis, c'est également les identités qui font que tel produit va passer là, et puis là, la couleur, ça passe pas, alors il faut changer l'étiquette, il faut changer ci, il faut changer là. Tout ça est gênant et provoque des surcoûts par rapport à l'empire marchand que les fameuses multinationales voudraient créer. Et donc, si vous voulez, on s'attaque principalement aux nations. On s'attaque, je vous l'ai dit, à l'Église en tant que fondement d'une personnalité forte, tempérée et morale. Et les outils qu'on utilise, ils sont de deux ordres. Enfin, il y a des outils politiques avec une infiltration dans les institutions internationales, infiltration, je dirais, au sein du personnel politique des grands États. Mais il y a surtout deux outils qui, à mon avis, sont essentiels. Le contrôle de l'information et le contrôle du divertissement, qui, vous l'observerez, qu'il s'agisse de l'Europe ou des États-Unis, est systématiquement entre les mains de cette fameuse oligarchie. On sait que, par exemple, en France, ce sont 9, je dirais, groupes multinationaux qui détiennent l'essentiel des médias. On peut les énumérer, Bernard Arnault, M. Drahi, M. Bolloré, M. Lagardère, etc., etc. Bon. Et à travers ça, on influence l'information toujours dans le même sens. Et le divertissement, ce qui est la chose, publicité, divertissement, musique, cinéma, et là, c'est l'aspect le plus insidieux, parce que justement, c'est là où il va dire le moins son nom, mais où il va pénétrer parce que, dans les esprits, parce qu'il divertit, il amuse, il détend. Il conditionne le cerveau reptilien, dites-vous. Oui, absolument. Mais c'est ce que Yvon Blot parlait des trois cerveaux. Donc il y a une partie du cerveau qui est le cerveau qu'il appelait le thymos, qui est le cerveau qui conditionne les émotions, l'élévation de l'âme et de l'esprit, qui est ce cerveau auquel qui est appelé, par exemple, quand il s'agit, je dirais, d'émotions patriotiques, d'émotions familiales, de spiritualité. Et puis il y a le cerveau reptilien qui est conditionné, je dirais, par les désirs et les peurs. Et c'est systématiquement ce cerveau-là qui est utilisé par l'idéologie mondialiste pour pénétrer. Il y avait un grand gourou du marketing américain, dont je ne me souviens plus le nom, qui disait toujours, moi, je travaille le cerveau reptilien. La peur, par exemple. La peur est un argument de vente extraordinaire. Parce qu'il y a peu de résistance. C'est une partie du cerveau qui ne raisonne pas, mais qui a juste des réflexes, des peurs, des instincts. Et à travers, en jouant là-dessus, on déclenche des ventes et on conditionne, je dirais, des comportements bien mieux qu'avec des raisonnements ou des arguments. C'est le marketing. C'est le marketing, mais quand on vous dit, par exemple, ne votez pas tel candidat, c'est une nazie, ou une fasciste. Là aussi, vous agissez sur le reptilien, c'est-à-dire vous ne donnez pas forcément d'arguments qui prouvent que, mais vous rappelez immédiatement quelque chose qui, évidemment, terrorise les populations, ne plaît pas. Eh bien, pour vous donner un exemple très simple, c'est une façon, si vous voulez, d'agir sur le cerveau reptilien pour conditionner les comportements politiques et électoraux. Alors, vous décrivez comment les multinationales et les banques sont devenues les maîtresses de l'économie mondiale depuis, en gros, les années 70, grâce à la soumission des États. Mais avant les années 70, il y avait déjà bien des grandes multinationales. Qu'est-ce qui a fait que les États se sont mis à courber l'échine ? C'est tout simplement l'évolution progressive du rapport de force. Vous voyez, le mondialisme, en fait, se déploie depuis... de façon visible et de façon même avouée, entre guillemets, pour des observateurs attentifs, depuis l'immédiate après-guerre. Parce que, l'immédiate après-guerre, on le sait, c'est le lendemain de la guerre mondiale, l'affrontement avec le nazisme, bien entendu que le nationalisme n'était pas, je dirais, recommandé. Et on essayait d'éviter de replonger dans ce cauchemar. Mais... Même si c'était plutôt des guerres d'empire que des guerres de nation. Si vous voulez, si vous voulez. Je dirais que le monde d'avant 1990 était un monde qui était séparé en deux, où il y avait un affrontement entre le monde libre occidental et le monde communiste. Tout le monde était polarisé là-dessus, et l'hermétisme qui séparait ces deux blocs faisait que le mondialisme ne pouvait pas se déployer et que finalement les gens avaient aussi d'autres chats à fouetter, parce qu'il fallait combattre le bloc communiste. À partir des années 90, le monde s'est ouvert. Et il s'ouvre suivant des principes qui sont conditionnés par cette idéologie mondialiste, comme Francis Fukuyama l'avait parfaitement expliqué à l'époque avec son livre « La fin de l'histoire et le dernier homme », c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'histoire, les Occidentaux ont gagné, le monde entier va s'occidentaliser, et il faudra, je dirais, que l'Occident partage sa prospérité
avec les autres peuples qui veulent le rejoindre. C'était la théorie de Fukuyama. La démocratie, nouvelle religion mondiale. Voilà. Il se trouve qu'à partir des années 90, dans la mesure où le monde est ouvert, avec des populations colossales, la Chine, tout le bloc de l'Est, etc. Bon, on met en place tout de suite le MC qui permet, je dirais, de libérer une grande partie des barrières douanières. Et donc, les multinationales se sont retrouvées sur un terrain à échelle mondiale. Donc, elles ont grandement développé leurs profits, développé leur puissance, puisqu'elles vendent au monde entier, avec encore une fois des marchés d'1 milliard de consommateurs en Chine, en Inde, etc. Bon. Et en plus, cette ouverture totale leur a permis de se concentrer. Et on a, par exemple, un épisode d'actualité avec aujourd'hui la fusion entre, par exemple, PSA Opel. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, PSA Opel qui fusionne, et ça va fusionner avec Fiat Chrysler. Donc regardez, ça fait une quinzaine de marques. Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, Citroën, etc. Tout ça regroupé dans le même groupe. Les plus anciens se rappellent que dans les années 60, il y avait des dizaines et des dizaines de marques de voitures totalement indépendantes. Aujourd'hui, vous voyez bien, c'est 5 ou 6 groupes qui contrôlent tout le marché. Volkswagen aussi. Volkswagen avec Skoda, Seat, enfin je sais même plus, tellement il y en a, il faut suivre, hein, parce que bon. Et si vous voulez, la fortune de ces colosses est gigantesque, les profits ne cessent de s'accumuler, et pendant ce temps, les États-nations, eux, doivent faire face aux délocalisations, puisque la mondialisation a généré les délocalisations industrielles vers, en particulier, l'Asie. Bon. Et pour pallier à ces délocalisations, qu'est-ce qu'elles font ? Des aides sociales, et elles s'endettent pour cela. Donc, au fur et à mesure que toute la sphère des multinationales s'enrichit, la sphère financière qui, elle, s'est enrichie avec la dérégulation des marchés financiers, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, et de l'autre côté, les États qui, eux, petit à petit, s'appauvrissent, s'endettent, et donc forcément, le rapport de force n'est plus le même que dans les années 70, où les États pouvaient compter sur la manne des multinationales qui étaient implantées sur leur propre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous avez véritablement un rapport de force qui bascule d'année en année de plus en plus du côté, je dirais, de la sphère financière. Et je pense que ce n'est pas être complotiste que de dire que ces grandes multinationales et ces grands groupes, devenant de plus en plus riches, eh bien, ont envie de s'emparer du pouvoir en supplantant les États-nations. C'est assez naturel, au fond, pour une entreprise de vouloir se développer. Donc, est-ce que les responsabilités, ça vient de ces grandes multinationales, ou alors est-ce que ça vient des États qui n'ont pas su encadrer ces entreprises ? C'est très clair que, au fond, c'est vrai qu'on n'a rien à reprocher aux entreprises. Elles ont mené leur jeu financier, le développement. Vous savez, moi, je ne suis pas anticapitaliste. Mais je pense que les États devaient protéger, eux, leur population, leur marché, et ne pas sombrer dans ce libre-échangisme échevelé, qui d'ailleurs n'en est même pas un. Parce que qui dit libre-échangisme dit réciprocité. Y a-t-il réciprocité entre la Chine et l'Europe ? Non. Qui devait protéger cela ? Les États. Quand vous voyez, par exemple, que les Chinois peuvent pénétrer nos marchés publics, acheter des entreprises ici comme elles le veulent, et nous n'avons pas la possibilité de le faire de l'autre côté, ça relève effectivement, ça relèverait des États de défendre les intérêts de nos entreprises, les intérêts de nos populations. Elles ne le font pas. Donc, est-ce que c'est complotiste de penser que c'est parce que les États sont suffisamment affaiblis pour ne plus pouvoir résister à la pression des grandes multinationales ? Ben, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est juste une analyse, mais bon... Alors, vous allez aussi sur l'activité de spéculation des hautes sphères financières. Vous comparez cette spéculation à un nuage nocif d'argent quasi invisible, virtuel. Qu'est-ce que vous répondez aux tenants des marchés financiers qui affirment que ces 30 dernières années, la misère a, somme toute, reculé partout dans le monde ? Mais la misère a reculé partout dans le monde, c'est bien de le préciser, parce qu'il y a une croissance mondiale, qui effectivement est portée par les multinationales, et puis aussi par les petites entreprises, partout. Mais quand vous dites partout, c'est d'une manière inégale. Comme la mondialisation a organisé, si vous voulez, le déploiement des unités de production partout dans le monde. On le voit partout, bien entendu que des pays comme la Chine, une grande partie de la population chinoise est sortie de la misère. Une partie de la population indienne. Et maintenant, c'est une partie des populations africaines qui progressivement sortent de la misère parce que l'industrialisation des pays émergents se déploie dans un certain nombre de pays, à peu près partout. Donc, effectivement, la mondialisation a eu un impact positif pour un certain nombre de populations. Mais au détriment de qui ?
au détriment de l'Europe et des États-Unis. Et tout ceci s'est fait sur le pilotage exclusif des grandes multinationales, ce qui fait que là encore, le reproche principal que j'adresse est aux États-nations occidentaux qui n'ont pas su protéger les intérêts et le travail de leur population. Et ça aurait pu se faire de façon totalement différente. Alors, vous expliquez que l'économie n'est pas encore assez mondialisée pour ces grands capitalistes modernes. Qu'est-ce qu'il leur reste à accomplir ? Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il leur reste à accomplir, je ne crois que ce n'est même plus trop en termes économiques, parce qu'aujourd'hui, les capitaux circulent, les produits circulent, vous pouvez acheter des produits financiers n'importe où dans le monde, etc. Je crois que c'est vraiment l'unification politique qui est la dernière étape. C'est le dernier verrou. Et cette unification politique, elle n'est pas là, pas encore, tout simplement parce qu'il y a encore la résistance des États malgré tout, et puis il y a surtout la résistance des peuples. Parce que les peuples, on a dit tout à l'heure, les piliers se sont effondrés, mais pas totalement. C'est-à-dire que le peuple français tient encore quand même à l'esprit français, tient quand même à avoir des représentants qui soient français. Vous savez, la démocratie s'exprime parce que, moi, Corse, j'accepte que le résultat des élections en Corse ne soit pas le même que dans le reste du pays, mais comme je me sens français, j'accepte que, j'ai un dirigeant qui me plaît pas, et c'est bien le cas, mais on est bien obligé de subir. Mais à l'échelle mondiale, ça marchera pas. Vous voyez ce que je veux vous dire. Comment elle se concrétiserait justement, comment se concrétiserait ce projet politique mondial ? Alors, moi je pense qu'il y a un laboratoire de ce projet politique mondial. On l'a sous les yeux, c'est l'Union européenne. Vous voyez, le projet politique mondial, c'est l'Union européenne, parce qu'il est bien évident que ce mondialisme prétend être dirigé par une élite évidemment économique, financière, et une élite de gens qui gravitent autour des fonctionnaires, qui vont organiser tout ça, des intellectuels, Et je dirais, l'Union européenne est particulièrement éclairante. Nous avons là un chapelet d'institutions en cascade, piloté depuis le sommet de la pyramide qui est la Commission de Bruxelles, qui n'est élu que par un Parlement qui lui-même n'a que très peu de pouvoir, enfin, si vous voulez, qui ne peut même pas voter le poste de dépense du budget, etc. Avec, je dirais, des élections qui ne passionnent pas les foules, parce que justement, ce n'est pas national. Et donc, finalement, la gouvernance de l'Union européenne, qui s'impose à travers les directives à tous les parlements nationaux pour une bonne partie des lois qui nous sont ensuite appliquées, est très peu démocratique, très peu transparente, c'est l'opacité, c'est le royaume des lobbies des grandes entreprises. Donc je pense que cette fameuse gouvernance mondiale dont rêve la superclasse mondiale et les fameux oligarques... On entend même le président Sarkozy, lorsqu'il était au pouvoir, affirmer qu'on irait ensemble vers ce nouvel ordre mondial, vers ce gouvernement mondial, et que personne ne pourrait nous en empêcher. Oui, mais ça c'est extraordinaire, parce que si vous voulez, là c'est une phrase qu'a lâchée Sarkozy, mais d'autres la lâchent d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on nous explique bien qu'on ne peut pas revenir sur ce qui nous est imposé d'en haut. Jean-Claude Juncker avait dit, par exemple, non, les peuples n'ont pas à revenir sur les traités et les directives européennes, c'est comme ça, ça s'applique. Donc ça veut dire que la démocratie, qui normalement est le principe très simple de souveraineté populaire, le peuple veut, ça s'applique, est constamment dévoyée par tout un entrelac d'institutions qui imposent un cadre juridique très contraignant qui empêche cette souveraineté populaire de s'exprimer. Et j'en veux pour preuve, vous voyez, ne fût-ce que la simple idée de renvoyer des djihadistes ou des fichiers S dans leur pays est complexifiée. Sur tous les plateaux de télé, toujours les fameuses télés de l'oligarchie, on vous dit « Ah, mais on ne peut pas les renvoyer parce qu'il faut l'accord du pays d'origine, il faut l'accord de la Commission des droits de l'homme de l'Union, il faut l'accord de ci, l'accord de là. » Enfin, on a l'impression qu'il y a tout un entrelac juridique qui empêche que la volonté populaire quasi unanime s'impose, c'est-à-dire renvoyer ces gens-là chez eux. Eh bien, même ça, c'est-à-dire nos ennemis présents sur notre territoire, on nous explique qu'on ne peut pas les renvoyer, donc on ne peut pas appliquer ce que le peuple veut. Donc, vous voyez bien, cette gouvernance mondiale est en réalité une forme de dictature technocratique soft, parce qu'évidemment, on ne met pas encore les gens en prison. En psychiatrie, ça commence un peu, mais enfin, ça reste marginal. Mais c'est bien une entreprise de destruction de la démocratie. Vous écrivez, Olivier Piacentini, qu'aux yeux de ces multinationales, le seul être qui compte, c'est le consommateur,
compulsif, solvable. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 quand ce consommateur se retrouvera complètement esseulé, incapable de consommer? Ah ben voilà une grande question. Là, c'est là qu'on va voir exactement ce que c'est que le vrai mirage mondialiste, c'est le mot. Parce que ce mirage, en fait, comme vous le dites, repose sur quoi? Sur l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut, on est libre, vous voyez, on s'amuse, notre sexualité, nos voyages, nos déplacements, nos envies, on consomme, etc. Mais moi, il me semblait, enfin, c'est comme ça qu'on m'a appris, que pour consommer, il faut travailler. Et puis pour travailler, il faut étudier. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Donc c'est tout un cadre d'éducation, une forme, je dirais, de respect de règles bien précises, de règles de vie. Tout ça, on l'a fait éclater à travers la déconstruction mondialiste. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, cela va s'arrêter. Surtout de notre côté occidental. Vous voyez? C'est-à-dire que le mondialisme a reconfiguré l'économie mondiale. Il a, alors je schématise, bien entendu, la fonction production est attribuée aux pays asiatiques. Et nous avons la fonction consommation. Mais ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand nos États pourront encore s'endetter? Un beau jour, ça va s'arrêter, comme ça s'arrête toujours, puisque on ne peut pas s'endetter indéfiniment. Et à ce moment-là, eh bien, on nous réclamera de rembourser. La Chine, de son côté, se sera suffisamment enrichie pour avoir son propre marché intérieur et pouvoir, je dirais, diffuser et vendre ses produits dans son propre cadre. Ils n'auront plus besoin de nous comme consommateurs. Et là, nous écroulerons. Alors, est-ce que ça arrivera cette année? Est-ce que ça sera un petit peu décalé? Je ne sais pas. Mais l'avenir, c'est bien celui-là. C'est-à-dire que notre fonction consommation, c'est les dernières marches de l'escalier qui nous conduisent au fond de l'abîme, en fait. Mais ceux qui nous prêtent de l'argent, au fond, ceux-là vont se retrouver avec un pied dans la tombe, si je puis dire, si dans quelques années, on n'est plus capable de rembourser tous ces crédits. Mais on est tout à fait capable de rembourser. Nous avons un patrimoine, patrimoine immobilier, patrimoine... C'est-à-dire, on va nous faire rembourser. Mais pas, je dirais, suivant ce que nous générons comme revenus. On va nous saisir, tout simplement. Comme ils l'ont fait pour la Grèce. Vous voyez, la Grèce a dû vendre des îles, des œuvres d'art. Son gouvernement n'a plus l'attitude d'appliquer la politique qu'il veut. Au final, c'est comme ça que ça va se passer. Nous avons, tous les pays européens, un patrimoine à la fois économique, artistique, architectural, tout ce que vous voulez, considérable. Eh bien, on va venir se servir là-dedans. Et nous allons être soumis, notre gouvernement va devoir suivre les règles qui vont nous être imposés de l'extérieur pour que le remboursement soit assuré. Alors, vous évoquez l'organisation de ce mondialisme à travers tout un tas de réseaux, notamment, et vous l'évoquez, le groupe Bilderberg et sa volonté affichée, dites-vous, depuis 50 ans, d'instaurer ce gouvernement mondial. C'est un sujet qui vous vaudrait dans les médias mainstream d'être classé dans la case des complotistes. Est-ce que vous assumez un tel... moi j'assume, vu nos adversaires nous attaquent avec des qualificatifs, c'est déjà mieux, vous voyez, il y a encore 2-3 ans, c'était fasciste, nazi, tout ce que vous voulez, réac, bref. Là maintenant c'est complotiste. C'est comme les précédents termes ne fonctionnaient pas, puisque les gens se sont bien rendus compte qu'on n'est quand même pas si méchants, n'est-ce pas, Pierre? Eh bien, on nous dit, oui, mais vous l'écoutez, mais vous savez, il est un petit peu dérangé, vous voyez, il a un petit peu des lubies, alors, voilà, quoi. Le complotisme, d'abord, il me semble que c'est toléré, vous voyez. Je pourrais vous citer d'autres types de complotistes qui ne se nomment jamais ainsi. Il me semble que pendant 2 ans et demi, il y a eu des procédures contre Trump pour un soi-disant complot russe dans son élection. Toutes les juridictions ont établi que c'était faux. Mais alors, que dire des gens qui, comme le journal Le Monde, le New York Times, etc., qui pendant 2 ans et demi n'ont parlé que de ça quasiment tous les jours, est-ce qu'eux sont complotistes plus que moi ou moins que moi? Parce que moi, les complots que je dénonce, si vous voulez, c'est même pas le terme d'ailleurs. Je ne parle pas d'un complot, je vous parle d'une logique qui veut que les entreprises, s'étant enrichies, vont supplanter et cherchent à supplanter les États. Donc je ne parle pas d'un complot. Je parle d'une nature humaine, d'une nature des règles économiques et politiques universelles qui fait que les plus forts essayent de s'imposer sur tous les terrains. Donc je ne me sens pas complotiste. Les gens m'attaquent pour complotisme, je m'en fiche. Vous voyez, parce que je sais très bien que tout ce que je dis est démontré, je me base sur des arguments et je ne jette pas d'anathème sur les autres en face. Les autres en face, tout ce qu'ils savent faire, ils ne répondent pas aux arguments par des arguments, mais par des anathèmes et des, je dirais, sanctions morales. Vous voyez? Donc, vous avez un chapitre, Olivier Piacentini, intitulé « Immigration de masse et métissage, diluer les peuples
En un seul, pour évoquer ce sujet avec vous, je voudrais citer le président Sarkozy en décembre 2008, je le cite, « Le défi du métissage comme une obligation au risque de se retrouver face à des défis considérables ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque le fait que, si vous voulez, alors dans la bouche du président Sarkozy, peut-être considère-t-il que la démographie, en particulier africaine, est telle qu'on ne pourra pas échapper à une forme de métissage, parce que de toute façon, nous les Occidentaux sommes en train, si vous voulez, de disparaître à l'échelle de la planète en termes, je dirais, ne fût-ce que démographiques. Nous sommes en train de disparaître démographiquement et nous sommes en train de disparaître en termes de production et de capacité d'invention et autres, où nous avions la primeur, et puis aujourd'hui, notre suprématie s'érode. Moi, le métissage, vous savez, je pourrais en parler, puisque vous savez, ma femme est africaine. Bon, donc, je ne réprouve pas le métissage, les gens font ce qu'ils veulent. Ce que je réprouve, par contre, c'est là aussi une espèce de propagande permanente autour de ça, que vous retrouvez dans la publicité, que vous retrouvez dans les films, que vous retrouvez à peu près dans tout. Moi, je pense que les gens sont libres, les gens se marient avec qui ils veulent, et il n'y a pas besoin, si vous voulez, de faire systématiquement... D'inciter, puis de mettre ça en avant en permanence. Et c'est là que vous voyez bien qu'il y a, je dirais, un conditionnement politique. On veut nous mener à ça, parce que le métissage est le meilleur moyen de faire sauter, justement, ces frontières et ces barrières entre les peuples. Et je pense que c'est véritablement un témoin un des témoins de l'idéologie mondialiste telle qu'elle est diffusée dans les divertissements et à la télé, enfin partout, au cinéma. Et justement, à propos de télé, vous évoquez tout ce monde du spectacle, le football, la télé-réalité, excusez-moi, la musique techno comme instrument du mondialisme. Expliquez-nous le rapport. Alors, j'ai écrit ce livre, et je pense que c'est la grande particularité du livre, c'est toutes ces parties qui sont consacrées, je dirais, au divertissement. Parce que très souvent, dans nos milieux, on va raisonner sur des bases philosophiques, économiques, historiques, tout ce que vous voulez. Bon. Mais la population, le gros du peuple, je dirais, bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui le soir. Bon. Il écoute certaines chaînes de télé, certaines chaînes info, bon. Voilà, il écoute ce qu'on lui sert, et puis après, il va regarder un film, ou il va télécharger de la musique, ou il va regarder une série télé. Et le mondialisme, c'est un système qui se distille à travers le divertissement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le divertissement, Hollywood, la plupart des grandes unités de production musicale et autres, appartiennent toujours à la même oligarchie. Et donc, on distille, si vous voulez, l'idéologie mondialiste à travers les films, les séries, le rap, par exemple, qui est une musique véritablement qui est, je dirais, une attaque frontale contre tout ce qui est institutionnel et culturel dans notre pays. Vous voyez, comme dans la plupart des autres pays. Vous me parliez, par exemple, je parle du football, alors ça va surprendre. Moi, j'ai connu une époque où, vous savez, j'aimais beaucoup le football, une équipe comme Bastia, donc petit club, est arrivé en finale de la Coupe d'Europe en 1978 avec 6 joueurs corses. Bon, et il avait battu Turin, Lisbonne, Newcastle, enfin vous voyez, des très grands clubs. Bon, est-ce que cela peut arriver aujourd'hui? Non, parce que, si vous voulez, le monde du foot a suivi l'évolution du monde économique, c'est-à-dire qu'il y a une très forte concentration. Aujourd'hui, il y a 8 ou 10 clubs qui peuvent gagner une Coupe d'Europe, Inter de Milan, Real Madrid, Manchester, bon, on ne va pas les citer, qui appartiennent tous à des grands groupes multinationaux. Les joueurs ne sont plus attachés à leur ville ou à leur pays. Ou à dans la même saison, le même joueur est capable d'aller jouer en Angleterre, puis en Italie, puis en Allemagne. Enfin, l'amour du maillot, c'est fini. C'est fini. Et ils s'échangent contre des millions. Donc vous voyez en quoi ce spectacle du foot et tous les commentaires qui sont faits autour du mercato, je dirais, conditionnent la population à rentrer dans un schéma et une logique qui correspond précisément à la logique de l'économie mondiale telle que, je dirais, la superclasse mondiale veut la diffuser. Vous voyez, et vous voyez bien, à 40 ans d'intervalle, la différence avec le monde du foot que j'ai pu connaître moi et qui, personnellement, me plaisait beaucoup plus parce que quand je regardais jouer l'équipe de Bastia, vous voyez, c'était vraiment mon équipe. Dernier exemple pour mettre en exergue justement cette idéologie mondialiste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Olivier Piacentini, qui d'ailleurs, vous me le disiez, rencontre un succès notamment en Belgique et en Suisse. Il est, je crois... Il est numéro 1 des ventes de livres politiques en Belgique et en Suisse. Et il l'était en France il y a encore 10 jours. Mais alors là, il était en rupture de stock. Il est à nouveau en librairie dans quelques jours. On a fait une réédition. Bon, eh bien, écoutez, de toute façon, je pense que
à nos téléspectateurs que ça intéresse et qui pourront le retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, Le Mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion, les éditions de Paris, Max Chaleil. Merci Olivier Merci Piacentini. Pierre, merci.